Bon alors bonsoir à tous. Cette semaine, je voudrais faire une petite exception, une petite parenthèse, on va dire, sur le sujet que nous abordions en ce moment. On parlait beaucoup de récits talmudiques, notamment avec l'histoire d'Elisha ben Avouya. On a consacré 5 séances. Là, je voudrais parler un petit peu d'une situation qui nous préoccupe tous, qui est la situation au Moyen-Orient, particulièrement en Israël et avec la Palestine. Alors, je voudrais préciser plusieurs choses. Tout d'abord, l'année dernière, j'avais, juste après le drame, la tragédie du 7 octobre, j'avais consacré une vidéo qui est sur ma chaîne YouTube sur le sujet, en essayant d'apporter une réflexion un peu plus ample, qui sort un peu de la polémique, entre guillemets. Et là, en ce moment, il m'est apparu intéressant de soulever quelques éléments. Je ne vous cache pas que ce sujet est un sujet qui, même si c'est sujet à polémique, est en réalité un sujet de réflexion extrêmement profonde sur beaucoup de points de vue, que ce soit philosophique, que ce soit théologique, que ce soit d'un point de vue juif, on pourra dire même halachique, et surtout dans une préoccupation dans une préoccupation de paix, de parvenir à quelque chose qui nous fait réfléchir sur la question de la paix. Alors, tout d'abord, je voudrais dire que récemment, il y a eu une petite altercation qui m'a fait réfléchir. En soi, l'altercation n'est pas importante, mais elle m'a donné matière à réfléchir sur le sujet. Vous avez le président français, donc Emmanuel Macron pour ne pas le citer, qui a dit indirectement en tous les cas, il a dit à Netanyahou de ne pas oublier qu'Israël a été fondé sur l'accord des Nations du monde, sur l'accord de l'ONU, parce qu'il y a eu un vote à l'ONU, et la majorité des votants ont voté la création de l'État d'Israël. La réaction de Netanyahou ne s'est pas fait attendre, elle a d'ailleurs été assez véhémente, et dans laquelle le Premier ministre israélien a dit que non, qu'en fait c'est pas vrai, que c'est contraire à l'histoire, et que d'un point de vue historique, alors je ne prends pas ces termes exactement, hein, je vais vite parce que c'est pas l'essentiel du sujet, que en réalité c'est surtout par le sang que les pionniers qui sont arrivés dans cette terre en 1947 et 1948 ont été obligés de faire la guerre contre les ennemis alentours qui refusaient que le peuple juif s'installe dans cet endroit du monde. Voilà en gros la situation. Alors, moi je ne vais pas rentrer dans la polémique. Je voudrais revenir d'abord sur quelque chose d'assez précis. Lorsqu'on parle de la question de l'État d'Israël, de la question de sa légitimité, de la question de son existence, sa raison d'être, on est sur deux cordes. Il faut faire très attention de ne pas les confondre. On est sur une corde politique qui est issue en fait d'un projet qu'on appelle le projet sioniste, qui n'est pas un projet en soi négatif, absolument pas, mais qui est un projet qui a été initié par le fondateur du sionisme qu'on appelle Théodore Herzl, qu'on ne présente plus, qui était un journaliste austro-hongrois, et qui a rédigé un petit livre qui est facile à lire et qui est extrêmement intéressant. J'avais déjà abordé par le passé pas mal d'études en vidéo sur ce sujet, mais comme elles ne sont pas réellement accessibles, peut-être que je referai sur mon YouTube toute une série de vidéos sur le sujet de d'abord le projet sioniste et ensuite comment on en est arrivé à l'État d'Israël. Donc le projet sioniste est un projet qui se veut, si je veux résumer en fait le projet de Théodore Herzl en une phrase, je dirais que Théodore Herzl, par son projet de ce qu'on appelle l'État des Juifs, il faut lire son livre parce que c'est très intéressant, il propose une sécularisation juive. Là, pour l'instant, je survole le sujet parce que je voudrais aller vers un autre but, mais je vous promets qu'à l'occasion, j'aborderai ce sujet en profondeur. Au XIXe siècle, il y a eu ce qu'on appelle la sécularisation.
En gros, qu'est-ce que c'est que la sécularisation? J'ai envie de dire, d'une façon un peu rhétorique, c'est une étape avant la laïcité. La sécularisation, c'est l'idée que les citoyens d'un pays ne sont plus reconnus à partir de leur appartenance ni ethnique ni religieuse, mais à partir de leur citoyenneté. Pour paraphraser saint Paul, je dirais, la sécularisation, c'est l'idée qu'il n'y a ni juif ni grec. À partir de là, une fois qu'on a mis en place la sécularisation, plus particulièrement en Europe, il y a eu l'affaire Dreyfus. Bon, l'affaire Dreyfus, que vous connaissez tous, qui est une accusation antisémite contre un général de l'armée française. À partir de l'affaire Dreyfus, Theodor Herzl et d'autres événements, puisqu'il y a eu l'émergence de l'antisémitisme, pour l'instant je vais très vite, Theodor Herzl a pris acte que ce ne sont pas les juifs qui ne veulent pas de la sécularisation, au contraire, eux ils sont partie prenante de l'intégration, mais c'est les nations du monde qui ne veulent pas de l'intégration juive. Donc pour résoudre la question juive, pour paraphraser Marx et tous les intellectuels de l'époque, enfin ils étaient avant, mais voilà, on a commencé par réfléchir sur cette problématique de la question juive. Hannah Arendt en parle beaucoup dans un livre qui s'appelle Les origines de l'antisémitisme, pardon, les origines du totalitarisme et le volume sur l'antisémitisme, pardon. Je cite plusieurs auteurs à plusieurs époques, mais ils se citent. Donc, voilà, en fait, il y a un fil conducteur dans mon esprit, vous inquiétez pas. Ce n'est pas de l'anachronisme. Donc, Theodor Herzl, lui, constate qu'il y a une impossibilité de séculariser les juifs parce qu'il y a le rejet du juif par l'antisémitisme. Donc, le juif continuera d'être reconnu comme tel. Et pour résoudre cette question, Theodor Herzl propose une sécularisation juive, c'est-à-dire on va fonder un État, et la judéité ne sera plus exprimée à partir d'une appartenance antérieure, culturelle, religieuse, tout ce que l'on veut, elle sera exprimée à partir d'une appartenance à une nation, comme le sont toutes les nations de la Terre. Cette expression amusante, comme le sont toutes les nations de la Terre, on la retrouve dans le Deutéronome, où là-bas, il est question de nommer un roi, et le verset dit « comme le sont toutes les nations de la Terre ». Il y a une expression assez amusante en écho. Je ferme la parenthèse pour rentrer dans l'autre problématique, qui est la problématique religieuse. Religieuse, c'est-à-dire le rapport juif, cette fois-ci le rapport juif religieux, à l'État d'Israël, à la terre d'Israël, pas l'État, parce qu'il ne faut pas confondre l'État et la terre. Cette question-là d'ordre religieux est une question bien antérieure au projet sioniste. Elle lui est antérieure et elle lui survivra, j'ai envie de dire. Le rapport juif à la terre d'Israël est un rapport biblique qui remonte à la Torah. Alors la Torah, depuis quand ça a été écrit, c'est une autre question. Je ne suis pas là pour faire de l'historico-critique, mais en tous les cas, je ne nie pas que ça a été écrit beaucoup plus tard que ce que prétend la Bible elle-même. Mais en tout état de cause, le peuple juif s'est identifié à cet idéalisme, on pourrait dire, depuis un temps bien antérieur. Donc il y a deux réalités. Aussi d'une façon rhétorique, et là aussi je proposerai une réflexion plus ample, je vais vite, on peut dire que le problème de Theodor Herzl, qui est un homme pour qui j'ai un profond respect, pourquoi? Non pas parce que je suis d'accord avec lui, je ne suis pas forcément d'accord avec ce qu'il dit, mais parce que je suis d'accord avec... J'ai de l'estime pour les gens qui sont cohérents dans leur pensée. Il n'y a pas d'ambiguïté, tout est clair chez Theodor Herzl. Mais Theodor Herzl a oublié deux points essentiels. Ce que je dis maintenant est longuement expliqué dans un de mes ouvrages qui s'appelle « De la violence juive », où je parle de ça d'une façon beaucoup plus ample. Donc Theodor Herzl, lui, a oublié deux détails. Le premier détail, c'est qu'il a oublié le juif. C'est-à-dire qu'il a oublié que le juif, lui, qui allait venir avec son baluchon des pays d'Europe de l'Est et d'Afrique du Nord pour revenir, entre guillemets, sur la terre de ses ancêtres, entre guillemets, ça aussi, tout ça, il faut mettre des guillemets à la taille que vous voulez. Je rentre ici dans une idée culturelle, pas une idée réelle, c'est un fantasme en fait. C'est une idée culturelle. Quand il allait arriver là-bas, il ne peut pas ne pas voir le lien
entre ce qui s'est passé dans les événements politiques et la Bible, qui parle bien de cette terre, qui parle bien qu'un jour il y aura un retour, une dimension presque messianique de cette émergence du sionisme. Alors qu'en réalité, c'est l'inverse du projet herzélien. Bon, ça c'est aussi expliqué dans mon livre Israël-Palestine, l'appel de la Torah. Pourquoi c'est l'inverse du projet herzélien? Parce que pour le projet herzélien, la création de l'État d'Israël met un terme à la judéité ancestrale. Je ne peux rien lui reprocher, il est athée. Il n'a pas de lien avec sa judéité ancestrale. Sauf, il y accorde un lien culturel, ça d'accord. Mais il y accorde pas un lien religieux et encore moins un lien identitaire. Lorsque Théodore Herzl, ça c'est une phrase très importante, qui est oubliée même par les grands intellectuels, lorsque Théodore Herzl emploie le prédicat juif, ce terme-là, il n'entend pas le juif dans le sens de religion, de judéité, même si le mot religion ne va pas, mais disons de judéité, du rapport donc à l'histoire de ce peuple d'Israël sorti d'Égypte, mais il entend l'israélien d'aujourd'hui. Autrement dit, si je m'en tiens uniquement à la logique herzélienne, d'accord, moi qui suis un juif de la diaspora jusqu'au bout des ongles, je suis pas juif dans son esprit. Alors que l'arabe qui vit en Israël, qui travaille en Israël et qui a une carte d'identité israélienne et qui paye ses impôts, s'il gagne assez d'argent, eh bien lui, il est juif d'un point de vue de sa logique. Donc il n'y a pas ici une revendication qui pourrait exister à partir d'un préalable antérieur, sinon pour définir une structure. Une fois que la structure elle est définie, après, l'État d'Israël reconnaît tous les citoyens au même titre. Ça, c'est la logique herzélienne. Il faut voir ce qu'il dit, parce que son approche de la laïcité, elle est encore plus absolue, on pourrait dire, que la laïcité à la française. Vous voyez, c'est pour vous dire. J'ai dit que j'allais aborder un autre sujet, mais finalement, à chaque fois qu'on parle de ça, ça me donne envie de traîner en longueur. Mais il a oublié un deuxième point. Alors, pour le premier point, pardon, je voulais dire, donc il a oublié le juif, mais il y a un deuxième problème, qui est le même en fait, qui est le problème géographique. Vous savez qu'il y a eu un projet, ça a existé. D'abord, il y a eu un projet de fonder un État juif au fin fond de la Russie, qui a existé, mais bon, je laisse ça avec des guillemets. Il y a eu un projet de proposer une île de l'Ouganda qui pourrait servir pour État d'Israël. Finalement, ça n'a pas fonctionné, donc ils sont allés là-bas. C'est-à-dire le problème, c'est que le sionisme, je le dis d'une façon rhétorique ici, parce que je n'ai pas de problème avec le sionisme en tant que tel, mais il fait concurrence avec le judaïsme, parce qu'il se trouve au même endroit. Et je dis dans mon livre de la violence juive, me semble-t-il, je cite cet exemple, je compare le sionisme et le judaïsme aux deux polarités d'électricité. Tant qu'ils ne se touchent pas, tout va bien. C'est dès qu'ils se touchent qu'il y a explosion. Aujourd'hui, et cette idée, elle est bien antérieure, mais elle s'est surtout exprimée d'une façon très vive après la guerre de 67, où Jérusalem, le lieu prétendu être le lieu du temple, après ça se discute, il faut discuter, toutes ces choses-là nécessitent une discussion. Mais en tous les cas, culturellement, le lieu qui est défini comme le lieu du temple a été annexé par la guerre de 6 jours, et à partir de là, le rapport eschatologique au retour en terre d'Israël est devenu évident pour la plupart des Juifs. Et ce qui a créé un nationalisme assez dangereux et même inquiétant, et une confusion radicale entre l'idéologie sioniste, qui est une idéologie séculière, qui n'est pas directement liée à la question religieuse, et la question religieuse. Sachant que les courants religieux antérieurs étaient tous anti-sionistes. Alors ils n'étaient pas anti-sionistes au sens politique du terme, il ne faut pas amalgamer, ils étaient anti-sionistes parce qu'eux, ils attendaient le Messie. Bon, une fois qu'on a fermé cette parenthèse, je vais rentrer maintenant, les quelques minutes qui me restent, dans la logique, la rhétorique, si vous voulez, de Netanyahou face à ce que lui a dit Emmanuel Macron, mais je vais l'aborder d'un point de vue des textes. Tout d'abord, ce que je vais dire maintenant, je vais uniquement le survoler. Et plus tard, à l'occasion, en dehors de tout contexte politique, on abordera une étude de fond sur le sujet. Là, je n'ai pas beaucoup de temps, donc je le survole. Il y a
eu, on pourrait dire, première étape dans la Bible, dans la Torah donc, il y a une promesse que Dieu fait à Abraham, que la terre où il séjourne va être léguée à ses descendants, qui sortiront d'Égypte. Il lui prédit l'esclavage en Égypte. Déjà ici, première idée, une idée centrale dans la pensée juive, qu'on déduit en fait de ce récit de la Genèse, il y en a beaucoup, mais la première idée centrale, c'est que ce peuple-là, qu'on appelle le peuple d'Israël, qu'on a appelé aussi le peuple hébreu, Abraham se définit comme hébreu, Ivri Anochi, et ensuite on va les appeler les Juifs parce qu'il y a eu la scission entre le royaume d'Israël et le royaume de Judée, laissons ça de côté. Ce peuple-là, il naît dans une terre étrangère. La Torah montre, fait parler Dieu qui annonce à Abraham que ce peuple naîtra dans une terre étrangère. Donc il y a ici une chose amusante sur le plan de la rhétorique, c'est qu'on pourrait dire que le juif, que d'une façon générale, la terre, elle donne le nom au peuple qui s'y installe. Par exemple, une fois que le peuple s'est installé en France, on les a appelés les Français. Au début, avant, on les appelait les Gaulois. Ensuite, les peuples qui s'installeront en Espagne, on va les appeler les Espagnols. Qui vont s'installer en Allemagne, on va les appeler les Allemands. Mais ici, c'est le peuple qui donne le nom à cette terre. Avant que Israël s'installe sur cette terre, dans la Torah, elle n'est jamais nommée. Vous trouverez nulle part dans les 5 livres de Moïse ce terme d'Eretz Israël. Cette terre, elle s'appelle la terre de Canaan, où il y avait, d'un point de vue biblique, je ne sais pas si c'est vrai historiquement, 7 peuplades qui habitaient cette terre jusqu'à la conquête de Josué. Donc, premier élément, c'est que le peuple existe en dehors de cette terre. Et c'est parce qu'il existe en dehors de cette terre qu'il ne doit pas son identité, sa judéité, dans son lien avec la terre. Il a un lien avec la terre, qui est un lien religieux, qui est un lien de résidence fondamental, mais il peut aussi vivre ailleurs, dans n'importe quel endroit du monde, et il conservera sa judéité. Ça, c'est la nature, pas la nature au sens scientifique, évidemment, c'est la nature au sens philosophique de la définition de ce qu'est le juif. Deuxième élément, c'est donc que cette terre prend le nom du peuple qui vient, et le peuple d'Israël donne son nom à la terre où il va. En l'occurrence, cette terre-là. Il y a eu un deuxième élément, qui est un élément très important. Malheureusement, j'ai plus beaucoup de temps, donc comme je vous dis, je survole, mais j'y reviendrai. C'est que, après la conquête de Josué, il y a eu, alors les historiens disent que ça s'est passé en 586 avant l'ère commune, il y a eu un empereur qu'on appelle Nabuchodonosor, roi de Babylone, qui lui a assiégé la Terre Sainte et Jérusalem, et il a chassé les Juifs de cette terre. Dans le livre de Jérémie, on trouve des versets qui racontent qu'à ce moment-là, les Juifs, on a commencé déjà à les appeler les Juifs, ont quitté cette terre pour s'installer en Babylonie. Lorsqu'ils sont revenus pour la construction du second temple, 70 ans plus tard, ils ne sont pas revenus par le biais des guerres de conquête, comme à l'époque de Josué, mais ils sont revenus parce que le roi Cyrus, qui était on pourra dire le représentant des nations, celui que la Bible, dans le chapitre 45 du livre d'Isaïe, appelle le Messie, alors qu'il est pourtant un non-juif, donc c'est très intéressant, a permis à ce que ce peuple retourne sur cette terre où ils étaient avant. À partir de là, en s'appuyant sur des versets de Jérémie et sur une logique talmudique très complexe, on va imaginer que Dieu aurait fait faire un serment à Israël, ce qu'on appelle les Shavuot, de ne pas revenir sur cette terre sans la coordination du monde. Alors, ce n'est pas écrit clairement sans la coordination du monde, c'est une déduction. Mais comme je n'ai pas le temps, je vais vite. Et c'est ce qui a permis à ce que le lien juif à cette terre a toujours existé. Même après l'exil de Rome, même après où ils ont été chassés par Rome, tous voyaient dans une connaissance collective, même les non-juifs le reconnaissaient, un lien entre cette terre et le peuple juif. Lorsqu'il y a eu le projet sioniste
qui a laissé place à beaucoup d'événements, et que les Juifs se sont sentis concernés par le rapport à cette terre, là encore, y compris d'un point de vue de la logique rabbinique, il fallait, pour que ce retour soit légitimé aussi d'un point de vue religieux, il fallait, comme à l'époque du roi Cyrus, la coordination du monde. Et je vais finir en vous citant un texte d'une des plus grandes autorités juives du 19e, 20e siècle, qui s'appelle Rabbi Meir Simcha Cohen. C'est un Cohen, ce monsieur. Il est né en 1843, il est mort en 1926. C'est une des plus grandes autorités religieuses de son temps, qui lui écrit, et je vais vous lire son texte que j'ai traduit en français, « Maintenant que la Providence a voulu, donc ça s'est passé en 1920, que les gouvernements des nations, ce qu'on a appelé la Société des Nations, avant l'ONU, on l'appelait la Société des Nations, réunis à San Rémon, statue que la terre d'Israël revient de droit au peuple juif, ce qui enlève la crainte des serments, puisqu'il y a bien la coordination, donc le plan de Dieu n'est pas contredit par le fait qu'Israël y retourne, ainsi par la permission des nations du monde, le commandement de s'installer en Terre Sainte redevient réalisable. C'est-à-dire qu'il est en train de dire, c'est parce qu'il y a eu la coordination qu'il y a une toute légitimité au peuple juif de revenir sur cette terre. Et jusqu'à cette petite affaire un peu hasardeuse entre Macron et Netanyahou, tout le monde, chez les Juifs, admettait que c'est parce qu'il y a eu le vote à l'ONU, et ils en étaient même fiers, on va dire, que le peuple juif a pu revenir sur cette terre. Jusqu'à ce que, malheureusement, il y ait eu cette petite altercation où maintenant, tout à coup, le discours a intégralement changé. Et c'est devenu par le sang. Alors, il y a un plus grave problème qui se pose par le fait que ce soit devenu par le sang. Mais je me demande si cette logique, ce discours, ce narratif, on aime bien utiliser ce terme aujourd'hui, n'est pas en train de mettre dans l'esprit des gens que peut-être que c'est légitime aujourd'hui pour se défendre, d'accord, mais pour assurer en fait sa légitimité sur cette terre, que tous les combats deviennent permis, sans limite. Et il n'y a plus, si vous voulez, de règles. On est en train d'échapper à des règles qui sont d'abord les règles de la paix avec les voisins, qui sont les règles en tenant compte de leurs droits, de savoir si ce que l'on est en train de faire a réellement une efficacité pour le but qu'on veut atteindre. Et je vais finir avec cette phrase, qui est une phrase dramatique, qui j'espère n'aura plus de sens dans un avenir proche. C'est que je constate personnellement, et je ne suis pas le seul à le constater, qu'au départ, après le terrorisme du 7 octobre, qui était une tragédie terrifiante, sur ça je n'ai pas de discussion là-dessus, qu'après qu'il y a eu ces choses-là, le problème le plus urgent pour Israël était de libérer les otages. Ils sont rentrés à Gaza, ils ont quasiment détruit la ville, cette région. Je ne sais pas jusqu'où ils vont aller, mais je constate que c'est seulement lorsqu'ils ont réussi à parvenir à un relatif cessez-le-feu que le plus grand nombre d'otages ont pu être libérés. Donc la question qu'on pose aujourd'hui, c'est où en est-on avec cette question centrale des otages qui sont encore emprisonnés là-bas, dans cette région du monde, sans parler des civils qui tombent sous nos yeux et qui doit nous alerter au plus haut point. Voilà en gros ce que j'ai envie de dire à ce sujet, mais dans les semaines suivantes, j'organiserai d'autres rencontres pour approfondir un peu mieux ces questions-là. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Là, je vais couper.